Bonsoir à tous et bienvenue sur AL24 News. Aujourd'hui, dans édition spéciale, nous allons parler de Taïwan, l'île autonome aux 24 millions d'habitants et depuis des années un sujet de tension avec la Chine, des tensions ravivées dernièrement. Les déclarations fusent de toutes parts. Américains et Chinois ne se retiennent plus quand il s'agit d'évoquer les armes. Et pour parler de ce dossier brûlant, on peut le dire, nous avons avec nous Manuel Pouchelet, expert en géopolitique et relations internationales. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Luc Michel est aussi notre invité. Bonsoir. Bonsoir à votre plateau. Alors, bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes géopoliticien. Pékin, et par la voix de son ministre de la Défense, a adressé un message fort, notamment à Washington, lors du forum de sécurité dialogue de Shangri-La à Singapour. La Chine va se battre jusqu'au bout pour Taïwan. Nous appelons la partie américaine à cesser de dénigrer la Chine, qui cesse de s'ingérer dans nos affaires intérieures et de nuire à nos intérêts. Les relations bilatérales ne pourront s'améliorer que si les États-Unis agissent de la sorte. Alors, tout d'abord, Manuel Pouchelet, en langage diplomatique et venant d'un ministre de la Défense d'une puissance militaire incontournable, cela signifie-t-il une déclaration de guerre ? Les déclarations de guerre sont très précis. Alors, je ne pense pas qu'il s'agit d'une déclaration de guerre. En revanche, il s'agit d'une position déterminée de Pékin par rapport à Taïwan. Alors, c'est une histoire très ancienne, si vous voulez, dans les relations entre la Chine, Taïwan et les Américains, où Taïwan fait l'objet d'une attention particulière parce que Taïwan est une île stratégique pour Washington, mais également le monde entier. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, la Chine a toujours considéré Taïwan comme faisant partie de la Chine, donc ce qui crée des tensions. Il faut dire aussi que les déclarations du ministre de la Défense chinois sont une forte mise en garde au regard également de la situation et de la position de Washington en Ukraine. Oui. Cette fois-ci, la Russie et M. Poutine s'expriment peu, et là, encore une fois, nous voyons que c'est un porte-parole de Pékin, le ministre de la Défense par l'occurrence, qui s'exprime. Nous n'avons pas pour l'instant encore de déclaration de M. Xi Jinping, le président chinois. C'est important de le souligner ce soir. Très bien. Luc Michel, comment interpréter cette déclaration du ministre chinois de la Défense ? Tout d'abord, Taïwan, c'est une question fondamentale pour la géopolitique de la Chine. Il faut reprendre les évolutions de la géopolitique mondiale pour comprendre. Donc, au départ, il y a un régime nationaliste anticommuniste à Taïwan qui se réfugie là-bas à partir de 1949 et qui est reconnu par les États-Unis. Mais en 1972, il y a un tournant de la géopolitique américaine, c'est-à-dire que Nixon et Kissinger se rendent à Pékin et dans l'ancienne guerre froide, la Chine est l'allié des États-Unis contre la Russie et l'Union soviétique. Et malheureusement, elle va faire une faute fondamentale. À partir de ce moment-là, les États-Unis reconnaissent un principe de géopolitique mondiale. Ils reconnaissent le principe d'une seule Chine. C'est-à-dire que Taïwan est indépendante, elle est l'alliée des États-Unis, elle est, comme on l'a dit, une position géostratégique. Mais sur le papier, les États-Unis reconnaissent que c'est une province chinoise qui fait partie de la Chine. Donald Trump, à partir de 2017, va remettre tout ça. Il désigne les Chinois comme les ennemis principaux des États-Unis économiquement, et appuyé par le lobby taïwanais qui est puissant aux États-Unis et qui a contribué au financement de sa campagne, il décide évidemment de renoncer au principe d'une seule Chine, c'est-à-dire de soutenir ceux qu'on appelle à Pékin les sécessionnistes taïwanais qui veulent proclamer une indépendance de Taïwan, et c'est-à-dire qu'il ne serait plus considéré, si vous voulez, comme une seconde Chine. Luc Michel, vous êtes en train d'évoquer une mainmise américaine sur Taïwan. Biden, il marche dans tous les grands dossiers de géopolitique, dans les pas de Donald Trump, en Afrique, en Iran, en Russie et évidemment en Chine. Et Biden, en janvier 2021,
il définit ce qu'on appelle sa doctrine géopolitique de sa présidence. Dedans, il y a le dossier taïwanais, il y a la reconnaissance de Taïwan, de l'indépendance de Taïwan, et la définition de Taïwan, de la Chine, comme l'ennemi géopolitique principal. C'est donc les couteaux qui sont tirés, et depuis évidemment cette période, l'administration Biden multiplie les démonstrations d'hostilité vis-à-vis justement, de Pékin. Nous y reviendrons dans un moment. Oui. Une délégation de haut rang américaine constituée d'anciens ministres néoconservateurs de l'administration Bush s'est rendue à Taïwan dans le but d'armer Taïwan et de reconnaître sa sécession, son indépendance. C'est évidemment un geste inacceptable pour la géopolitique chinoise qui définit maintenant ses priorités. Luc Michel, nous allons aborder dans un moment les relations entre Taïwan et l'administration américaine. Je reviens à Manuel Pouchelet. Selon vous, dans quel cas les tensions autour de l'île pourraient se transformer en conflit armé ? Alors actuellement, il faut savoir que les Américains utilisent une politique qu'ils ont déjà fait contre l'URSS, c'est-à-dire une espèce d'endiguement de la Chine. L'endiguement de la Chine, il va se manifester de plusieurs façons. Alors déjà, on a remarqué que les Chinois faisaient des îlots artificiels pour y positionner du matériel militaire offensif, éventuellement dans le cadre d'une préparation d'une invasion de l'île de Taïwan. C'est ce qui revient souvent actuellement dans les discussions géopolitiques auprès des experts et même dans les échanges au niveau des gouvernements. Vous avez d'autres enjeux puisque Taïwan se trouve aussi sur les zones maritimes de circulation des nouvelles routes de la soie, mais également des échanges internationaux. Donc, si vous voulez, si blocage il y a, ça devient très dangereux, cette affaire-là, avec un risque d'escalade. Ça pourrait virer, selon vous, sur un conflit armé ? Conflit armé, pour l'instant... Si oui, dans quel cas ? Alors, le conflit armé, il faut vraiment un déclencheur. Il faudrait qu'il y ait un... Alors, il faut savoir que la Chine, depuis quelques mois et même quelques années, arraisonne de manière très délicate des navires occidentaux. Oui. La France en a fait l'expérience avec une frégate où justement elle était invitée pour l'anniversaire de la célébration de la République populaire et malheureusement, cette frégate, à cause d'une soi-disant une violation de son espace maritime, n'a pas pu participer. Alors attention, de là à déclarer une guerre, les Chinois sont beaucoup plus précautionneux que les Russes. Ils font très attention. Ils ont une approche particulière qui culturellement est à l'opposé de ce que nous connaissons en Russie à l'heure actuelle avec la crise ukrainienne. Mais attention, dans cette culture asiatique, tout signe d'agacement et d'énervement est un mauvais signe, ce qui prouve que il y a des éléments que nous n'avons pas forcément en notre connaissance qui démontrent qu'il y a une posture américaine qui est, comme l'a dit votre invité, est ni plus ni moins que le prolongement de la politique de Trump, de Bush et d'autres de M. Barack Obama. Donc, si vous voulez, il y a quand même cet agacement qui, au niveau de la patience des Chinois, est atteinte. La fermeté du ton du ministre de la Défense est contraire au code diplomatique et ce qui est la démonstration qu'une situation peut s'envenimer. De là à parler de déclaration de guerre, pour l'instant, je pense que nous sommes encore dans la phase d'intimidation. Oui, et selon vous, Luc Michel, dans quel cas ces tensions autour de l'île pourraient se transformer en conflit armé ? Je crois qu'on est passé de la politique de l'endiguement et de l'intimidation à une politique d'agression. Les États-Unis tentent en effet de structurer un OTAN du Pacifique qu'on appelle le Quad, à partir de l'Australie et du Japon. Et ils sont prêts visiblement à revenir sur leur théorie atomique sur la non-dissémination, c'est-à-dire à permettre à l'Australie et au Japon, qui sont deux puissances dans le domaine atomique du seuil, qui ont le nucléaire civil, qui sont capables de passer au nucléaire militaire, ils sont capables de les armer. Mais il y a une ligne rouge qui a très tranquillement été tracée par Pékin et malheureusement, comme dans le cas de l'Ukraine avec Poutine, les Américains sont des autistes. Cette ligne rouge, c'est très simple. C'est la proclamation unilatérale de l'indépendance de Taïwan et la reconnaissance de l'indépendance de Taïwan. C'est la ligne rouge, selon vous ? Dans ce cas, il y aura une intervention militaire. C'est la ligne à ne pas franchir actuellement, selon vous ? Oui, c'est très clair. Ça a été défini tel quel par les Chinois depuis plus de 2 ans. Mais les Américains ne s'en rendent pas compte ou ils pratiquent volontairement
une politique de provocation. Oui. Luc Michel, les tensions autour de Taïwan ont été ravivées, on l'a dit dernièrement, lors de la visite du président américain Joe Biden au Japon. Il avait averti que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion de l'île par la Chine. Pékin avait alors estimé que les États-Unis jouaient avec le feu. Pourquoi cette hostilité et cet acharnement envers la Chine ? Tout simplement parce que maintenant, au XXIe siècle, si la Russie est l'adversaire géopolitique immédiat, l'adversaire principal, c'est la Chine. Hillary Clinton, il y a 48 heures, l'a encore rappelé. Il a encore rappelé que l'adversaire principal, c'était la Chine et que la politique anti-russe ne devait pas détourner les États-Unis de cet adversaire principal. La Chine, tout d'abord, c'est le rival géoéconomique. C'est, à part si on prend les économies des 27 pays de l'Union européenne, c'est l'économie principale qui dépasse celle des États-Unis. C'est d'autre part celle qui tient géopolitiquement les États-Unis, parce qu'elle détient la plus grande partie de la dette des États-Unis. Et enfin, maintenant, c'est l'adversaire géopolitique et militaire. Ajoutez que la Chine se dresse un peu partout sur la route des États-Unis. Les routes de la soie visent à arracher l'Union européenne des mains des États-Unis puisqu'elle se termine à Birmingham, à Lisbonne, à Trieste et un tout petit peu partout et à Nantes en France. Deuxièmement, les Chinois sont les adversaires économiques des États-Unis dans toute l'Afrique. On l'a vu avec l'administration Trump. Et évidemment, maintenant, ils se dressent en adversaire militaire. Oui. Je reviens à Manuel Pouchelet. Nous assistons actuellement à une percée de la Chine à tous les niveaux. N'avez-vous pas l'impression que titiller Pékin sur l'île de Taïwan est pour Washington l'équivalent d'un test grandeur nature de la puissance chinoise ? Alors, ce qui vient d'être dit, il faut le confirmer. C'est vrai que Pékin. Alors, il faut savoir que Pékin a quand même l'objectif de devenir première puissance mondiale en 2049 pour le centenaire de sa création. Maintenant, je pense que les Américains veulent tester la Chine sur le plan militaire, puisque sur le plan économique, ils ont eu du mal à performer certaines réalisations, peu importe les administrations américaines précédentes. Les derniers déplacements américains sont relativement discrets. Monsieur Biden s'est déplacé récemment au Japon. On a parlé du Quad au niveau des alliances, mais aussi il faut mentionner l'AUKUS, qui est une autre alliance avec les Britanniques, où Londres a déclaré déplacer son centre de gravité d'action future aux côtés des Américains en zone chinoise, justement, en mer de Chine. Donc ce qui veut bien dire qu'il y a quand même une préoccupation importante de Washington qui également a déclaré faire travailler la Corée du Sud sur un nouvel aéronef de combat, faire travailler le Japon sur les missiles hypersoniques. Donc ce qui prouve bien et c'est également cette posture, on va dire agressive, qui agace Pékin. Maintenant, ce qu'il faut peut-être compléter, ça sur un volet beaucoup plus discret. On a remarqué le positionnement de la Chine avec les déplacements du ministre des Affaires étrangères chinois dans les îles du Pacifique pour justement faire adhérer ces îles qui sont normalement vouées aux Américains et ont fait leur allégeance aux États-Unis et qui sont en train de changer de posture aussi, qui maintenant prêtent allégeance à Pékin. On a même eu très peur pour la France avec la Nouvelle-Calédonie au moment où on a parlé d'un référendum concernant cette partie de la France, dans cette zone Pacifique, où la France va également jouer un rôle. La France a déployé d'ailleurs des vecteurs militaires en janvier pour tester la fiabilité de la réalisation d'une projection à très longue distance. C'est plus de 13 000 km. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention aussi. Je pense que les Américains pensent avoir une fenêtre favorable. Il faut savoir qu'en Chine aussi, vous avez un mouvement de contestation à Hong Kong qui est très puissant, qui commence un peu à déstabiliser le pouvoir central à Pékin et qui inquiète le pouvoir central à Pékin. Mais aussi, vous avez avec Shanghai et le confinement, où les derniers retours ont été très tendus. Vous avez quand même des citoyens chinois qui ont commencé à résister au régime. Et je pense que Washington s'en sert pour créer des mouvements d'agitation, puisqu'au mois d'octobre, vous avez un congrès du PCC, donc du Parti communiste chinois, où il est question de remettre en cause la présence de M. Xi Jinping, de son mandat électif, etc. Il y a déjà
il y a déjà des cadres du parti qui commencent à se présenter. Alors, est-ce que cette situation n'y serait pas favorable? Et je pense que Washington joue sur cet aspect. Très bien, Luc Michel, je vous retourne la question. N'avez-vous pas l'impression que titiller Pékin sur l'île de Taïwan est pour Washington l'équivalent d'un test grandeur nature de la puissance chinoise? Écoutez, il est exact qu'il y a eu des tentatives de révolution de couleur contre la Chine, en particulier à Hong Kong en 2015 et en 2020-2021, qui ont été contenues légalement puisqu'on a interdit l'activité des ONG de George Soros, qui était le grand organisateur de ce soulèvement artificiel. Il y a la question des Ouïghours qui est en train d'être soulevée internationalement. Mais si on veut comprendre, il faut lire les géopoliticiens américains. En particulier le plus grand d'entre eux, George Friedman, qui est l'ancien patron du TikTok Friedman, du TikTok Stratfor, le TikTok du lobby militaro-industriel. Friedman a écrit un livre manifeste qui s'appelle The Next 100 Years, les 100 prochaines années, sous-titré pour que le 21e siècle soit à nouveau un siècle américain. Les Américains préparent en 2050-2070 la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale ne concerne ni la Russie ni la Chine. En effet, dans ce livre, Friedman et les Américains prévoient l'élimination de la Russie avant 2030. On y est dans le cadre du dossier ukrainien, qui pour le moment est un échec pour les Américains, et ils prévoient l'élimination de la Chine avant 2040 sur deux dossiers précisément. La question des Ouïghours, destinée à faire éclater la Chine, et la question de Taïwan. Les Américains pensent qu'ils disposent maintenant pour une quinzaine d'années encore d'une fenêtre d'opportunité géopolitique pour contrer leurs adversaires, où ils ont encore la suprématie militaire, économique et dans le domaine pétrolier. C'est évidemment dangereux puisque c'est un banco géopolitique. Je pense que les Américains se trompent. Oui, justement, Luc Michel, la Chine estime qu'elle peut mener des activités commerciales, culturelles ou militaires à Taïwan, puisqu'elle considère que ce territoire lui appartient. Or, cela n'est pas de l'avis de Washington, qui pourtant contrôle aussi certains territoires au-delà de ses frontières. On parle d'une quinzaine de territoires d'outre-mer situés dans les Antilles et l'océan Pacifique, comme Porto Rico, les îles Auckland et Baker, l'atoll de Palmyre ou encore le récif de Kingman. Ne pensez-vous pas qu'une fois de plus, nous assistons à une politique de deux poids, deux mesures? Écoutez, c'est une politique de double standard et bien entendu, la Chine est dans son droit et c'est l'Amérique qui présente une politique impérialiste, à commencer par sa politique en mer du Japon et son soutien avec le Japon, qui est quand même l'ancien investisseur de l'envers du milieu. Qu'on se souvienne des atrocités comme le sac de Nankin ou la constitution du Manchukuo. Et malgré cela, c'est cette nostalgie géopolitique du Grand Japon qui est agitée par les États-Unis. Mais il y a une incompréhension fondamentale entre Pékin et Washington. Pékin est encore sur les anciennes positions où les États-Unis reconnaissaient théoriquement une seule Chine et Washington est sur une nouvelle politique où Washington reconnaît l'indépendance de Taïwan. C'est lourd de sens et ça risque, à mon avis, non pas de conduire à une troisième guerre mondiale, mais de conduire à des guerres régionales, notamment entre Pékin et Taïwan et entre Pékin et Tokyo. Très bien, Manuel Pouchelet, pourquoi les États-Unis auraient-ils le droit de contrôler des territoires qui ne sont pas les leurs et pas la Chine ? La politique américaine de domination et d'occupation de l'espace, elle est connue, elle est pratiquée depuis de nombreuses années, mais si on regarde bien la région, en fait, c'est 1945, c'est au moment de la libération et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont un peu satellisé certaines zones dans le Pacifique, parce que pour eux, le Pacifique est de loin l'enjeu principal des relations futures. L'Atlantique l'est moins. C'est pour ça qu'ils font, entre guillemets, sous-traiter, par exemple, le conflit ukrainien aux Européens, ou du moins, ils essayent. Mais ce que je veux dire par là, moi, je vais vraiment appuyer ce qui vient d'être dit par votre invité. Il y a un passé historique qui est lourd et forcément, c'est un petit peu occuper l'espace. Et aujourd'hui, dans la stratégie,
vous me direz, les Chinois, il y a une expression française qu'on utilise qui est la stratégie du collier de perles, en fait, c'est-à-dire que la Chine, Pékin, développe, si vous voulez, des bases militaires dans tous les pays d'Asie du Sud-Est notamment, où elle est en compétition avec les Européens, avec les Américains. Et les Américains ne veulent pas laisser faire... c'est toujours ce fameux containment à l'américain, donc contingenter, contenir, si vous voulez, ce que font les Chinois, un petit peu comme le faisait l'URSS pendant la guerre froide. C'est exactement la même stratégie. Maintenant, pour vraiment répondre à votre question, Washington a une posture, on va dire, agressive, faire entrer dans la danse ses alliés, voire anciens ennemis de la Chine, notamment ce qui vient d'être appelé avec le Japon, où finalement, le Japon, dans sa culture, avait dit plus jamais ça, on ne réarmera jamais. Et malheureusement, Washington est en train de les pousser à la roue pour devenir maintenant des équipementiers militaires. Les dépenses militaires du Japon prennent des tournures assez vertigineuses, chose qu'il n'y avait pas. Et vous y rajoutez la Corée du Sud également, qui est un allié dont on parle peu, mais qui s'investit beaucoup dans cette future défense et contingentement de la Chine. Et la Corée du Nord dans tout cela ? La Corée du Nord, pour l'instant, elle fait des mesures d'intimidation. Pyongyang a fait le mois dernier quand même décoller des missiles et envoyer des messages forts au Japon en disant attention, mais Pyongyang n'est pas forcément l'allié de la Chine. Attention, ça, je pense que c'est peut-être une erreur. C'est un allié qui n'en est pas un, ou c'est un petit peu la pierre d'achoppement dans les relations internationales régionales. Parce que Pyongyang, Pékin a des fois essaye de contrôler souvent cette capitale nord-coréenne avec des fois des difficultés de dialogue. Maintenant, ce qui se passe avec le dirigeant nord-coréen, il y avait quand même une forme d'ouverture qui avait été faite avec M. Donald Trump, qui tout d'un coup n'est plus. Mais bon, Pyongyang, en fait, rencontre les États-Unis sur d'autres sujets, comme notamment le Moyen-Orient dans la partie Golfe Persique. Et là, c'est beaucoup plus intéressant avec les accords avec l'Iran. Mais ça, ce sont des choses dont on ne va pas parler ce soir. Mais c'est une posture inquiétante. Maintenant, chacun cherche ses alliés. On a la stratégie américaine que l'on connaît bien, mais également cette stratégie du collier de perles qui est développée par Pékin, qu'il faut prendre en compte maintenant dans les rapports stratégiques et enjeux régionaux. Très bien, Luc Michel. Vous avez en partie répondu à la question, mais je vous la repose quand même. Pourquoi les États-Unis affichent autant d'importance à Taïwan ? Au XIXe siècle, les États-Unis sont une puissance qui a quitté les Antilles et les Amériques pour prétendre à la domination mondiale. Ils appellent ça la destinée manifeste. Ils ont d'ailleurs forgé la science géopolitique au XIXe siècle en ces fonctions-là, avec des amiraux américains comme Spyman, Mahon, Mackinder, etc. Mais il faut dire quelque chose, c'est que les États-Unis ne sont pas chez eux, pas plus en Europe qu'au Pacifique. Et les territoires qui contrôlent sont des territoires coloniaux. Par contre, comme la Russie est chez elle en Ukraine, la Chine est chez elle à Taïwan. Elle est donc légitimement, historiquement, destinée à intervenir et à contrôler ces territoires. Il y a donc des positions irréconciliables avec les États-Unis. Voilà ce qu'il faut retenir. Très bien. Manuel Pouchelet, Taïwan est-elle devenue un théâtre de lutte entre deux puissances qui cherchent chacune à conserver ou à asseoir son hégémonie sur le monde ? De toute façon, je pense qu'au premier chef, il faut parler d'abord d'une assise au niveau régional. Hein. Ça, c'est important. Je pense que ça, c'est la priorité. Maintenant, Taïwan aussi est un enjeu stratégique pour les États-Unis parce que, bon, elle est vecteur, on va dire, des valeurs américaines de liberté, de démocratie, chose qui agace au plus haut point Pékin, d'où cet agacement et dernière déclaration du ministre de la Défense chinois. Mais l'enjeu stratégique de Taïwan, ça, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, c'est le premier producteur de composants électroniques qui sont nécessaires à la fabrication des dernières technologies. Et ça, malheureusement, les Américains, ni les Européens, ni le monde entier ne pourraient s'en passer. Hein. C'est pour ça que la tension monte et la Chine sait pertinemment qu'en mettant la main sur cette île qu'elle considère comme étancienne, attention, hein, avec tous les rappels historiques qui ont été faits, c'est ce qui agace au plus haut point. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec des officiers chinois lors d'opérations avec l'ONU. C'était très délicat de parler de cette question de Taïwan, et moi, la réflexion de ces personnes ont été claires. Taïwan, c'est la Chine. Et vous voyez, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue en 2006. Nous sommes en 2022 et force est de constater que le ton est encore plus ferme aujourd'hui.
Très bien. Luc Michel, selon vous, Taïwan est-elle devenue un théâtre de lutte entre deux puissances? C'est le point d'achoppement, exactement comme l'Ukraine en Europe centrale, et le point d'achoppement avec la Russie. Mais il faut rappeler quelque chose, soi-disant présenté comme les Américains le font, Taïwan comme modèle de démocratie, c'est une fois de plus une farce sinistre. Taïwan, au départ, c'est une dictature, la dictature de Chiang Kai-shek et du Kuomintang, et ensuite c'est une dictature pro-américaine. Aujourd'hui, c'est une démocratie de façade qui est manipulée par le parti pro-américain. Donc ce n'est pas du tout de cela de qui il s'agit. Taïwan, c'est une pierre géopolitique américaine dans le jardin de Pékin, en mer de Chine et en mer du Japon. Et évidemment, c'est une situation intolérable pour les Chinois. Et évidemment, c'est un atout pour les Américains dans leur confrontation géopolitique avec Pékin. Et faudrait-il s'attendre à une désescalade dans les jours à venir ou bien au contraire? Il ne faut pas s'attendre à une désescalade et qu'on se rappelle ce qui était passé en Ukraine. On a cru que les Russes bluffaient en Ukraine alors qu'ils ne bluffaient pas. Les Américains, les Occidentaux, parce que l'Australie, le Japon et les Français sont également présents dans ce grand jeu asiatique. Eh bien, la Chine n'est pas du tout en train de bluffer et c'est lourd de menaces pour l'avenir. Manuel Bouchelet, je vous retourne la question. Faut-il s'attendre à une désescalade dans les jours à venir? Je ne pense pas que le ton soit à la désescalade dans la mesure où les Chinois considèrent qu'il y a une provocation américaine qui auront de toute façon une réponse. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, les mesures d'intimidation et de détermination de la Chine sur Taïwan se font régulièrement. Il y a des survols, des viols de l'espace aérien et ainsi de suite. Preuve que la Chine commence vraiment à s'agacer. Et dans cette culture asiatique, tout signe d'agacement et d'énervement est un signe de faiblesse. Et je pense que Washington en joue. Maintenant, les Américains provoquent aussi les Chinois parce que les Chinois sont en pleine construction de vecteurs militaires en ce moment. Il y a un porte-avions qui est annoncé, il y a plusieurs porte-avions à la mer. Et pour l'instant, les Chinois, en termes de démonstration de force, de réussite d'opération, ne sont pas vraiment convaincants. Ils ont quand même eu pas mal de morts en Afghanistan ces derniers temps pour, soi-disant, se substituer aux Américains et s'emparer des richesses naturelles, des ressources naturelles sur le territoire afghan. Et ils ont des problèmes également au Pakistan. Donc, en fait, Washington pense qu'il est le plus fort parce que du temps de la doctrine Nixon avec la stratégie des porte-avions qui sont des plateformes mobiles qu'il avait développées dans les années 70, Washington pense encore avoir le dessus. Maintenant, les Américains sont aussi conscients de leur faiblesse. Maintenant qu'il y a des armes avec les nouvelles hautes technologies comme les missiles hypersoniques, le dernier porte-avions américain vaut une fortune et puis l'amiral Gilday, donc qui est l'amiral commandant la flotte, a été questionné et audité par le Sénat avec des non-réponses à certaines questions des sénateurs. Et c'est là que ça devient inquiétant. Donc attention, la Chine n'a pas la même stratégie que les Russes. Les Chinois ne sont pas des Européens et encore moins des Occidentaux. Je pense que la fermeté de ton est la preuve d'un déterminisme qui, je ne l'espère, ne va pas aboutir à un conflit. Mais attention, c'est une réponse aux provocations, je reprends le verbatim un peu chinois, aux provocations de Washington, voilà, qui aura une réponse. Très bien. Affaire à suivre, donc dossier plutôt à suivre. Manuel Bouchelet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et relations internationales. Je remercie également Luc Michel qui était également avec nous dans ce débat. Vous êtes géopoliticien. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Vous avez rendez-vous à 19h avec le journal en français présenté par Nouhad Belkhadem. Excellente soirée.